Bonjour à tous, eh bien voici là, une petite présentation du module 1. Le module 1, c'est vraiment là, le début de notre matériel, la préparation de la mise hors service des équipements. Vous allez comprendre que plus on va avancer dans la matière, vous allez saisir le fait que la mise hors service est beaucoup plus facile à faire que la mise en service. Et c'est pour ça qu'on commence avec la préparation de la mise hors service des équipements. On parle ici des équipements en général, hein, puis on parle d'une mise hors service en général. Donc, on veut juste vous donner les grandes lignes de ce qu'est la mise en service. Puis, vous voyez ici, préparer la mise en service de l'équipement. Puis, on va évidemment avoir plusieurs équipements. Puis, on va aussi voir la technique, hein, diminuer les charges, etc., jusqu'à l'entretien total de l'équipement. Hein. Donc, au moment où on confie à l'équipe d'entretien notre équipement, il est propre, il est nettoyé, il est sécuritaire. Et puis, on va ici vous montrer le b.a.-ba de comment faire ça. Vous comprendrez que c'est essentiel. C'est un point très, très, très critique de la sécurité dans une usine, la préparation des mises hors service. Vous pouvez imaginer un mauvais cadenassage, la conséquence que ça pourrait avoir sur une équipe d'entretien qui vient faire un travail, une mauvaise prise de lecture ou d'échantillon, puis on se trompe sur le pourcentage de LIE qui est dans notre atmosphère. Vous voyez un peu le topo. Donc cette préparation-là, oui, c'est un cours de mise en et hors service, mais c'est aussi beaucoup un protocole, une sécurité que vous devrez avoir. Puis c'est comme ça que vous allez rendre les gens confortables à travailler avec eux, parce que si l'équipe d'entretien où vous allez travailler voit que vous avez des lacunes, on va être obligé de tout de suite vous rabattre assez rapidement vers d'autres jobs, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est lacunaire dans ses capacités à mettre un équipement hors service, même s'il existe tous les protocoles sont là, sont sécuritaires, mais il faut quand même comprendre pourquoi ils le sont. Puis je pense qu'ici, vous allez trouver quelques pistes de solutions. À tout le moins, le minimum que moi j'appelle les procédures minimum là, de mise hors service, ce sont des étapes que l'on retrouve sur à peu près tous les équipements, peu importe l'équipement, puis on va se concentrer là-dessus pour que vous ayez des bonnes bases. Donc, 6 heures au total de matériel sont ici. Bon, vous avez là le texte, il y a aussi un PowerPoint et quelques autres activités qui vont englober le tout. Mais commençons par la matière que vous avez ici. Évidemment, je vous conseille d'aller dans un premier temps, je vous dirais, j'ai baissé la page. Dans un premier temps, je vous dirais d'aller du début de la formation jusqu'à la page 14. Puis c'est là que j'arrêterai mon clip vidéo. Puis par la suite, de la page 14 à la page 28, le reste de la matière. Sachez que le 14-28 est beaucoup plus dense, donc quand vous organiserez votre temps, consacrez un peu plus de temps à la section 14-28. Donc commençons par la section de la page 1 à 14. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vous dit là-dedans? Le 1 à 14, c'est vraiment l'introduction à l'arrêt, les grandes tendances, pourquoi on arrête, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes de prise de décision sur un arrêt, différentes facettes. Puis si vous le permettez, je vais les surfer avec vous un peu pour mieux vous guider dans ce qui est important et peut-être moins important dans le texte. J'essaie de lire le moins possible le texte. Bon, dans certains moments, il faut que je le fasse parce que c'est l'idée que je veux véhiculer, là, mais c'est surtout vraiment un complément d'informations verbales que je veux vous donner. On commence tout de suite par vous dire, on commence par les anomalies de fonctionnement. Pourquoi on dit ça? Parce que les anomalies de fonctionnement sont souvent une raison pour laquelle on arrête une unité. Vous le savez déjà, environ une fois par année, à peu près toutes les usines, hein, continues, discontinues ou autres, une fois par année, les usines vont arrêter puis vont faire un grand arrêt. Bon, ça, c'est l'arrêt général qui dure 2 semaines, 3 semaines, parfois plus, mais souvent 2 à 3 semaines. Puis c'est dans ces arrêts-là qu'on va avoir le temps d'installer les nouveaux équipements, changer les pièces brisées, etc. Ça, ici, quand on parle des anomalies de fonctionnement, on parle pas de ce type d'arrêt-là. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est l'arrêt planifié, tout est organisé, on a les morceaux déjà d'avance, on a les équipes de maintenance qu'il faut, on a des équipes externes qui viennent nous aider. Ici, on parle beaucoup plus d'un acte d'entretien ou de correction. Donc, pourquoi il y a des anomalies? Puis pourquoi on parle d'anomalies ici? C'est souvent ça qui nous amène à arrêter l'unité, les anomalies de fonctionnement. Pour détecter une anomalie de fonctionnement, comment on fait?
Ben, c'est un peu ça qu'on vous dit. On vous dit comment évaluer un acte d'entretien ou ben, une anomalie de fonctionnement hein, qui découle qui va faire découler l'acte d'entretien. On vous dit des inspections, évidemment, vos tournées que vous faites à chaque 4 heures, hein, c'est votre boulot, un petit détail, un bruit, hein, vous savez déjà tout ça, je reviens pas là-dessus. Évidemment, un programme d'entretien préventif, c'est quelque chose que vous avez très peu vu dans votre formation, mais en usine, vous allez en voir. S'il n'y a pas de programme d'entretien préventif dans l'usine où vous êtes, hein, demandez-leur, hein, parce qu'il existe, il est disponible, normalement il est accessible à tout le monde. Je vous dirais que vous avez peut-être un petit problème. Normalement, une usine qui est bien organisé a un programme d'entretien préventif. Puis moi, je vois comme professeur d'hygiène industrielle, il y a un lien très clair hein, entre un entretien préventif adéquat et une sécurité adéquate. Généralement, justement, les actes d'entretien permettent de ne pas avoir de bris d'équipement qui pourrait entraîner des risques au niveau de votre santé et sécurité au travail. Donc, une entreprise qui n'a pas de programme d'entretien préventif pourrait présenter des risques hein, dépendamment du type de produit qu'elle fait, dans quelles conditions elle travaille. Hein. Plus on travaille à haute pression, à haute température, avec des produits toxiques, plus j'aurais tendance à exiger un programme d'entretien préventif dans l'usine. Alors, si vous avez une combinaison ou un des éléments que je vous parle ici dans votre usine et qu'il n'y a pas d'entretien préventif hein, et que vous travaillez avec des hautes températures de pression aux produits toxiques, ben, je vous conseille vivement de changer d'entreprise, moi, tout simplement, parce que monter un programme, c'est très long. Ces programmes-là, ça vise à changer les pièces à des bons moments, faire les vérifications au bon moment, des tests hydrostatiques, par exemple, changer les manomètres de sûreté aux 10 ans, hein, ou les soupapes de sûreté, les soupapes de sûreté aux 10 ans. Vous voyez plein d'éléments qui sont dans un programme qui permettent justement aux opérateurs et opératrices qui travaillent dans ces usines-là d'avoir un lieu et des équipements qui ne vont pas avoir des bris importants et causer des préjudices, que ce soit physiques ou matériels. Sinon, ben évidemment, une bonne formation des opérateurs, hein, c'est pas pour rien qu'on engage des techniciens bientôt, ce que vous serez dans quelques mois. Puis évidemment, ben le conseil général, c'est faut connaître son unité. Hein, quand vous êtes face à une anomalie de fonctionnement, puis vous devez prendre une décision, est-ce que j'arrête ou pas l'usine? Bien, c'est beaucoup votre connaissance fine de l'unité qui va jouer. Puis on vous dit ici quelques trucs, hein, les bruits, etc. Bon, je pense des choses que vous pouvez les lire, c'est des choses assez évidentes là. Dans le fond, c'est presque les 5 sens, hein, puis l'observation de base avec la collecte de données. Évidemment, s'il y a des choses qui sont anormales, ben il y a des prises de décision qui devront être prises. Je vous conseille évidemment de jamais prendre cette décision-là seul. Hein. Si vous devez arrêter un équipement, ben consultez vos collègues, à moins que l'arrêt nécessite, qu'il y a une tendance à l'aggravation ou qu'il y a un niveau de dangerosité très élevé. Bon, on consulte avant de shutdowner une partie ou l'entièreté d'une usine. Ici, vous avez un petit résumé d'un élément. C'est moins important, je pense, pour le cours. En fait, ça, c'est un résumé de méthode de travail ou d'analyse. Quand j'ai plusieurs anomalies, quand j'ai plusieurs risques ou dangers dans mon usine qui apparaissent face à une situation, comment je l'aborde. Il y a plusieurs façons d'aborder le risque ou d'aborder une problématique duquel découlent de nombreux problèmes. Et puis voici une des façons, là, le qui, quoi, que, quand et qui. En posant ces questions-là, normalement, on est capable d'identifier différents éléments. Mais je vous dirais que c'est peut-être un peu moins approprié ici. Si vous ne connaissez pas les méthodes d'analyse de problèmes, sachez que dans le cours de santé-sécurité, normalement, vous auriez dû aussi en survoler quelques-uns. Puis ici, peut-être quelque chose de plus important, on vous dit de fait les arrêts sont provoqués par quoi? Hein? Les arrêts, j'entends toujours les arrêts hein, en lien avec une détection d'anomalies de fonctionnement. Là, t'sais. Donc, quand l'usine fonctionne mal, quels sont les 3 éléments importants? Ben, on le voit ici, un équipement défectueux serait le problème, un bris évidemment, un problème au procédé. Ben ici, on pourrait penser évidemment à la matière première qui ne réagit pas de la même façon, un programme qui serait d'ordre chimique. On pourrait aussi penser à
à un problème plus important structurel, une mauvaise méthodologie de travail qui a amené le procédé à être en perte de contrôle littéralement, ou une coupure de gaz naturel par exemple. Ce sera un problème dans un procédé qui a besoin de gaz naturel pour chauffer les fours par exemple. Évidemment, une erreur humaine, ça, il pourra en avoir des milliers. Ici, on vous donne des petits conseils vraiment généraux que vous connaissez déjà. Comment éviter l'erreur humaine. Je me penche sur un, si vous le permettez. Je vous laisse lire les autres. Ne jamais prendre la parole d'un autre. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Dans la vie comme opérateur, ne vous fiez qu'à vous-même. On ne peut pas se fier aux autres. Oui, j'ai vérifié, la vanne est fermée. Non. Si c'est votre responsabilité d'aligner ce secteur-là, c'est votre responsabilité d'aller vérifier les vannes. C'est beau le travail d'équipe, mais il y a des moments où ça doit finir. Puis quand on est responsable d'une tâche précise, t'as-tu bien fait le cadenassage? Parce que je peux signer? Non, c'est hors de question. Donc, on prend jamais la parole d'un autre, on vérifie toujours. C'est pas parce qu'on fait pas confiance à nos collègues, c'est parce que tout le monde peut se tromper. Puis notre travail, c'est de collecter de l'information avant tout. Puis c'est suite à cette collecte d'informations-là qu'on peut prendre des bonnes décisions. Prendre la parole de quelqu'un d'autre, c'est collecter des informations qui ont déjà été mâchées. Puis vous savez comme moi que ça ne peut mener qu'à des problèmes à long terme. Sinon, les différents types d'arrêts. Donc, si on revient ici dans les... non pas dans les raisons, mais dans les types d'arrêts, on en a vu un arrêt d'urgence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tous les moments où j'ai des bris d'équipement, j'ai des erreurs humaines, puis ça amène des arrêts d'urgence. Donc, on parle ici des arrêts qui ont un lien avec des anomalies de fonctionnement qui ont entraîné des arrêts. Évidemment, on vous dit simplement, courez pas, on court jamais dans une usine. Quand on est dans l'urgence, quand on se précipite, c'est là que le danger monte en flèche, c'est là qu'on se met à prendre des chances ou à prendre des risques inutiles en matière de santé et sécurité au travail, d'autant plus que si on n'a pas un bon recul puis une bonne analyse de cet arrêt d'urgence-là, on va continuer de prendre des mauvaises décisions qui vont nous entraîner dans une spirale qui peut amener évidemment des blessures importantes à vous, à vos collègues. Sinon, on parle des arrêts périodiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arrêt qu'on fait à chaque année. Je vous laisse lire les éléments qui sont là. Sinon, l'arrêt ponctuel, on dit ici utilisation d'un équipement en attente, une alternance volontaire d'équipement. Puis on va prendre un exemple très simple ici d'arrêt ponctuel. J'ai 4 fours, mais je roule à moins grand débit. Est-ce que je suis obligé de rouler avec mes 4 fours? Pas nécessairement. Je roule seulement avec 3, disons, pour l'instant. Puis est-ce que je vais rouler sur les 3 mêmes fours toute l'année? Non, je vais alterner pour que chacun des fours ait, admettons, une usure un peu plus égale, entre autres. Puis aussi que certaines pièces d'équipement, je pense, nécessitent d'être en fonctionnement pour rester à leur efficience maximum. Sinon, tout simplement une pompe A et B, on va pas rouler sur la pompe A toute la vie de l'unité. Parfois, on va alterner la A et la B justement pour avoir une usure plus égale, puis ou s'assurer tout simplement que la B est dans un bon état de fonctionnement. Si on la laisse en attente pendant 20 ans, est-ce qu'on s'attend vraiment qu'elle puisse fonctionner bien si on la teste pas pendant ces 20 années-là? Ce serait un peu grotesque. Donc, l'arrêt ponctuel, je pense, sert à faire ce type d'élément-là. Puis évidemment, comment on prépare un équipement, vous le verrez, je vais en parler, je pense, beaucoup pendant que je vais décrire le reste de l'information. Alors, je vous laisse préparer ça. Donc, je vous dis en gros qu'évidemment, il faut connaître beaucoup de détails. Puis si je vais juste les regarder peut-être en gros, je vous dirais, puis c'est quelque chose que vous ferez peu en début de carrière, je dois le dire. Alors, lisez-le, mais n'accordez pas trop d'importance à tout ça parce que comment on planifie l'arrêt, comment on fait les inventaires, comment on décide des tâches à exécuter, quels matériaux équipement commander, quel gros outillage est nécessaire, quels petits outils, avez-vous pensé aux protections collectives, protection individuelle, quel corps de métier appeler, à quel moment, est-ce qu'on a des gens de l'externe qui doivent venir, c'est énormément de détails. Une planification de 2 semaines d'un arrêt, ça peut à une équipe de 3 ou 4 individus prendre des mois, littéralement de travail. Alors ici, on voulait juste que vous compreniez que préparer un arrêt, on parle ici des arrêts périodiques, préparés d'avance. C'est extrêmement complexe, puis c'est extrêmement lourd à faire.
Puis cet arrêt-là demande en plus de bien connaître les inventaires, demande en plus être certain d'avoir la bonne information. Puis c'est une coordination qui est complexe parce qu'elle nécessite à peu près tout le monde dans l'usine ou tous les départements de l'usine doivent y participer, que ce soit l'opération, que ce soit l'entretien, que ce soit l'ingénierie, sécurité, planification, direction, tous les consultants. Il peut avoir des dizaines de personnes chez vous pendant un arrêt prévu, parce qu'on installe un nouveau équipement, puis une équipe d'installation est là, puis les électriciens, les tuyauteur, vous voyez le topo là. Alors c'est vraiment énorme, puis vous ne le ferez pas en début de carrière, bien évidemment. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est un organe qui est extrêmement complexe. On doit aussi hiérarchiser, on le voit pas ici, mais on doit aussi hiérarchiser l'ensemble de ce qu'on va faire. Disons qu'on a prévu 25 tâches sur 2 semaines de travail. Il faut qu'on détermine les priorités sur les 25 tâches parce qu'il est très, très rare que dans un arrêt planifié, on a le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Des fois, je pense que c'est même triché. C'est un vœu pieux. Là, les ingénieurs, ils mettent à peu près tout dessus avec l'équipe de coordination, là, puis ils savent très bien qu'ils sont pas capables de faire ça en 2 semaines. Mais c'est comme ça. Puis cette hiérarchisation-là fait en sorte qu'il y a des fois même des travaux qui sont reportés d'année en année. Donc c'est complexe, c'est gros. Vous ne ferez pas ça en début de carrière, mais vous devriez vous intéresser à ça. Je pense que dans des équipes d'opération, qu'on a des bons leaders, puis on voit que les gens sont allumés sur les arrêts, je pense qu'on aurait tendance à vous mettre dans l'équipe de coordination qui va coordonner tout ça, vous retirer de l'équipe d'opération, de travailler sur des arrêts ou des installations d'équipement. C'est un travail qu'un opérateur peut faire, mais faut-il qu'il se soit intéressé, faut-il qu'il soit performant là-dedans. Je termine ce segment de vidéo-là en vous disant peut-être un dernier conseil. C'est un peu mon running gag, là, le sac à pognon. Là, Je vous ai toujours dit que tant que le sac à pognon dans une compagnie est ouvert, tout va bien. Donc, quand on produit, qu'on est en production maximum et le plus possible optimum, c'est le paradis. L'arrêt, c'est le contraire de ça. Là. L'arrêt, ça coûte une fortune. Puis on produit pas, puis on fait pas un dessous. Il y a plein de consultants, plein de gens de l'externe qui viennent, plein de nouveaux équipements qu'on a acheté. Donc, c'est un moment très très chargé au niveau de la pression économique sur une usine. Et vous comprendrez que ça génère un stress, puis que les dirigeants, puis je les comprends, veulent repartir le sac à pognon, repartir la machine pour que le sac à pognon ouvre, puis tout le monde soit content. Donc, c'est des périodes stressantes, beaucoup d'overtime, beaucoup de stress, beaucoup de pression à réaliser les tâches selon la planification. Alors, soyez en forme quand vous faites des arrêts, c'est des moments clés. Puis c'est des moments importants pour vous parce que souvent, c'est le moment où c'est peut-être une des seules fois de l'année où vous pourrez changer tel ou tel équipement qui va pas bien ou tel élément nouveau qui arrive dans l'usine. Alors, c'est des moments très précieux. J'espère que vous saurez en tenir compte et bien travailler dans ces zones-là quand vous serez dans votre milieu de travail.